Bonsoir, bon dimanche, joyeux Noël 2022, c'est le temps de la fête. Nous espérons évidemment que cet événement, la nativité du Christ, est un moment de famille, un moment heureux pour toutes les familles, nos téléspectateurs que vous êtes. À nouveau, je vous souhaite un excellent Noël. Cela dit, ce dimanche, nous allons évidemment rentrer au cœur du mécanisme de santé, si on peut le dire comme ça, du Cameroun. On va beaucoup parler des questions de l'ordre national des médecins du Cameroun, l'actualité aidant. Vous savez très certainement, le 29 décembre prochain va se tenir l'élection des nouveaux membres, ou alors des membres de cette organisation qui structure la vie des médecins camerounais, du public et du privé. À côté de cela, nous allons, comme il est de coutume dans le cadre de cette émission, évoquer les sujets de l'actualité tels que traités par la rédaction de STV. Le ministre de l'administration territoriale, par exemple, était à Douala cette semaine. Il y a également eu le conseil de la communauté de la ville de Douala et d'autres sujets qui vont ponctuer cette émission. L'invité de ce dimanche, coïncidence, est né un 25 décembre. Il est candidat à la présidence de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Avec lui, on va donc parcourir cette organisation et surtout savoir davantage sur les motivations, les mobiles qui militent pour sa candidature. Professeur Noël Emmanuel Essomba, joyeux anniversaire. Merci, Monsieur député Atongo, et merci de m'avoir invité à votre émission. Ben, nous sommes heureux parce que vous faites partie de ces candidats qui sont disponibles pour nous parler. On dit souvent le secret médical, mais cette fois-là, vous avez accepté de venir au cœur de cette actualité. Vous êtes donc candidat pour cette élection qui va se tenir. D'abord, dans quel état d'esprit vous êtes? Mais je vous disais merci tout à l'heure de m'avoir invité et je voudrais vous dire quelle est ma disponibilité à servir l'Ordre national des médecins et à servir les populations camerounaises dans le cadre sanitaire. C'est un 25 décembre aujourd'hui, c'est mon jour d'anniversaire. Vous convenez avec moi que ça devait être un moment pour moi de célébrer cela avec ma famille, mais j'ai pris sur moi parce que je suis un militant médecin engagé pour la cause de ce corps. J'ai pris sur moi de venir à votre émission pour dire à mes confrères quelle est ma détermination à me porter candidat à la présidence de l'Ordre national des médecins. D'accord. Alors, prof, au moment où vous êtes candidat, il est peut-être important pour nos téléspectateurs de savoir l'idée que vous faites des médecins camerounais, que vous faites peut-être du système, mais aussi de l'organisation qui encadre votre mécanisme de fonctionnement. Alors, je pense très sincèrement que beaucoup de choses ont été faites et je voudrais d'ailleurs profiter pour me sacrifier sur la mémoire de nos prédécesseurs. Je voudrais penser au défunt professeur René Essomba, au docteur Mouna, et saluer les efforts fournis par le docteur Guy Sanchon, qui est le président sortant de l'Ordre, et vous dire que effectivement des choses ont été faites. Mais nous pensons que, au vu du contexte dans lequel nous évoluons, au vu de la modernisation d'un certain nombre de choses, il faudrait que des apports supplémentaires soient fournis pour amener l'Ordre national de médecins à jouer pleinement son rôle. Il y a des attentes des jeunes médecins. Il faudrait donc aujourd'hui être en phase avec ces attentes, rester dans le cadre des missions assignées à l'Ordre national des médecins et bien évidemment, pas que penser aux jeunes médecins, penser également aux plus anciens qui continuent à exercer pour que ensemble, n'est-ce pas, nous puissions nous donner les moyens de pouvoir satisfaire dans le cadre de l'éthique, dans le cadre de la déontologie, pouvoir satisfaire aux attentes des populations en matière de santé. Alors, on a beaucoup entendu, tout au moins les médias et certainement l'opinion, parler du professeur Essomba, que ce soit à l'hôpital du Deido, à l'hôpital de Nilon, et désormais, j'ai peut-être pas complètement dit tout à l'heure, vous êtes le directeur de l'hôpital à Kentini depuis déjà 2 ans, si ma mémoire convient bien. Alors,
Qui est le professeur Somba? Je veux dire, sans être péjoratif, ce jeune homme qui prétend, ou alors qui veut porter l'ordre des médecins camerounais, si on peut avoir une ou deux idées de son parcours. Oui, effectivement, le professeur Somba, c'est ce jeune homme, mais dont l'expérience et l'ancienneté en matière de responsabilité ne font plus aucun doute. D'accord. Je suis, pour faire un petit résumé de ce parcours-là, un produit de la faculté de médecine des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé, sorti en 2001. J'ai été affecté à l'hôpital La Quintini de Douala, vous voyez la coïncidence, en 2001, où j'ai eu à gérer un certain nombre de services, notamment le service des urgences, le service mixte, le service d'oncologie comme médecin coordinateur. Et ensuite, je me suis envolé pour la France pour maturer, n'est-ce pas, ma formation. Je suis rentré nanti d'un master en santé publique et d'autres formations connexes, notamment en infectiologie. J'ai par la suite, sur le plan académique, été formé à l'ESSEC de Douala dans le cadre d'un MBA. Donc, je suis titulaire d'un Master en Business and Administration, également d'un PhD en santé publique qui a été obtenu conjointement avec l'Université de Bruxelles. Je suis maître de conférence des universités en épidémiologie. Voilà un peu par rapport à mon parcours académique. Et en ce qui concerne mon parcours professionnel, j'ai été nommé, après l'hôpital La Quintini, médecin-chef du centre médical de Kololoun. Ensuite, comme vous l'avez dit, chef du district de Lobaba. Mais avant ça, j'ai été nommé coordonnateur du programme de lutte contre le sida pour le littoral, où j'ai effectué pendant 10 ans, n'est-ce pas, cette lutte contre le VIH-Sida. Ensuite, nommé chef du district de Daïdo, directeur de l'hôpital de Nilon, et enfin, directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. D'accord. Voilà, en résumé, mon parcours, aussi bien sur le plan académique que professionnel. Alors peut-être de poursuivre, rentrer certainement dans les propositions que vous faites pour cet ordre. Je voudrais vous suggérer qu'on prenne le premier reportage. Il revient, je l'ai dit à l'entrée, sur la visite de Paul Atangandi et à Douala. Le ministre de l'administration territoriale a tenu à descendre ici au lendemain des événements que vous avez connus il y a quelques jours relativement aux microbes. Suivez plutôt. À partir du 1er janvier 2023, ne pourront acheter une moto que ceux qui se seront préalablement fait enregistrer. Cette mesure entre dans le lot de celles prises par le gouverneur de la région du littoral pour éradiquer le phénomène de microbes dans la ville de Douala. Dès le 1er janvier, tous ceux qui vont acheter des véhicules chez les concessionnaires doivent s'assurer que la moto ne sort de la boutique qu'avec une immatriculation. Vous faites donc tout le dossier au niveau des services de transport. Le ministre des Transports a rassuré que ce dossier ne peut pas excéder une journée. Donc, vous faites immatriculer votre moto, alors vous continuez. Quelques jours après le passage des microbes, le ministre de l'administration territoriale est dans la ville de Douala. Objectif, apprécier les efforts des différentes administrations dans la lutte contre l'insécurité dans la capitale économique du Cameroun. Puis interpeller ceux qui ne respectaient pas la plage, n'est-ce pas, de 20h à 6h, ils étaient autour de 1280. Et les 1280 motos, aucune n'est immatriculée, ce qui est très grave quand même. Après un échange à huis clos sur la sécurité, le ministre de l'administration territoriale échange avec les syndicats de mototaxis. Les mototaximens ne sont pas ce qu'on croit. Les mototaximens ne sont pas les rois du désordre. Nous avons des infiltrés, des adeptes du mal. Nous avons des étrangers qui infiltrent ce secteur et des bandits. Il y en a au moins 40% qui sont là pour commettre des forfaits. Et maintenant, les propositions ont été faites à l'administration depuis 2018, les syndicats et Moto Afrique, pour que lorsqu'un Camerounais veut acheter la moto, il présente son permis de conduire et avant que cette moto ne sorte du magasin, cette moto doit être identifiée, immatriculée autant pour vous. Les discussions se font ce 20 décembre 2022 à Douala.
En rappel, c'est dans la soirée du 13 décembre 2022 que des groupes d'individus surnommés microbes sèment la terreur dans plusieurs quartiers de la ville de Douala. Le Somba, vous êtes un peu une victime collatérale de ces événements-là. On a vu ces jeunes hommes rentrer à l'hôpital La Quintini. Il faut un petit désordre. Et vous, comment l'avez-vous vécu? Mais c'était effrayant parce que je l'ai vécu en direct. C'était le lundi, nous tenions notre traditionnelle réunion de direction. Et ensuite, nous avons senti un vacarme inhabituel dans notre formation sanitaire. Bien évidemment, nous avons mis une pause à cette réunion et nous avons convergé vers le lieu du vacarme. Mais je vous assure, c'était extraordinaire, effrayant. Vraiment, celui qui a trouvé la dénomination de microbe, je crois qu'il avait raison, parce que c'était un essai de jeunes garçons aux mines affreuses qui ont envahi notre formation sanitaire, ont bousculé tout sur leur passage, les services de sécurité, la police. Je voudrais vous informer que l'hôpital La Quintini a dans son sein un poste de police et d'ailleurs nos agents de sécurité, une bonne centaine également, ont été entièrement débordés par la pression de ces jeunes qui sont ressortis avec le corps de leur ami qui avait reçu au préalable une balle dans la tête 2 jours avant. Donc malgré les efforts de nos services, de nos neurochirurgiens, nous n'avons pas pu sauver la vie de ce dernier. Bien évidemment, au passage, beaucoup de dégâts enregistrés, des vitres cassées à l'hôpital La Quintini, des malades bousculés aux urgences. Et malheureusement, pour eux, effectivement, il y a eu une riposte des forces de maintien de l'ordre, je pense qu'au niveau du carrefour Agip, et le corps a été ramené à l'hôpital La Quintini pour meilleure organisation. Mais je voudrais vous dire que c'est des moments que nous ne souhaitons plus vivre, parce que c'est des moments effrayants. Heureusement, dans notre formation sanitaire, l'organisation est faite de telle sorte que juste après leur passage, tout est rentré dans l'ordre, chacun s'est remis à son boulot. Nous avons tout de suite fait le tour du propriétaire pour rassurer aussi bien les malades que nos collaborateurs. Et je voudrais profiter pour remercier les forces de l'ordre qui ont installé une barrière sécuritaire tout de suite autour de l'hôpital La Quintini, ce qui nous a permis de continuer à vaquer en toute quiétude, n'est-ce pas, dans la prise en charge de nos patients. C'est peut-être pas le cœur de l'actualité, mais pour terminer sur cet événement-là, en termes de dégâts, peut-on avoir une évaluation? Oui, je pense qu'en termes de dégâts, les dégâts sont surtout infrastructurels parce que c'est des portes vitrées. Vous savez, on essaye depuis quelque temps d'embellir notre formation sanitaire. C'est des portes vitrées qui ont été cassées au passage, le portail central complètement endommagé. Des dommages également que nous enregistrons au niveau des forces de l'ordre parce que certains ont été effectivement bousculés. Nos agents de sécurité également ont été blessés. Et malheureusement, ils se sont remplis à des malades qui étaient aux urgences, qui attendaient des soins, qui ont été bousculés au passage. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus regrettable dans cette affaire, parce qu'en réalité, ces pauvres n'avaient rien à voir avec cet incident. D'ailleurs, tout comme notre personnel qui a été bousculé. Donc vraiment, c'est une situation que nous n'aimerons plus vivre. Cela dit, parlons donc de votre programme. En tant que candidat à la présidence de l'Ordre national des médecins du Cameroun, vous parlez de 10 points. On l'a vu dans une conférence de presse que vous avez donnée cette semaine à Douala. En un mot ou en 10, qu'est-ce que vous proposez à vos confrères médecins? Qu'est-ce que vous proposez à la communauté nationale qui, évidemment, est intéressée par cette actualité et même vos services en tant que professionnels? Mais je vous remercie pour cette question qui est une question très, très importante parce qu'effectivement, en nos 10 points, il n'y a pas que les médecins, il n'y a pas que le corps médical qui se sent concerné. Mais nos 10 points s'intéressent également
à la vie de nos populations, parce que l'une des missions de l'Ordre national des médecins, qui est une mission négligée depuis lors, c'est des missions de santé publique. Et donc, qu'est-ce que nous proposons en 10 points? Dans un premier temps, nous souhaitons rassembler l'ensemble des médecins de notre pays. Nous enregistrons aujourd'hui près de 13 000, plus de 13 000 médecins que notre pays connaît. Mais quand vous vous intéressez effectivement à ceux qui partagent la vie de l'Ordre national des médecins, vous verrez que à peine 3 000 médecins sont à jour de leur cotisation et donc on va dire s'intéressent à la vie de notre formation. Donc notre première mission sera pour que nous ayons l'opportunité de rassembler les 13 000 forces que nous constituons. Cette première mission sera d'effacer, d'annuler les dettes, les arriérés des dettes des cotisations. Vous savez, il y a parmi nous nos maîtres qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Il y a des plus jeunes qui ne sont vous êtes à jour? Oui, je suis déjà à jour de mes cotisations. On en parlera certainement tout à l'heure. D'accord, je vous laisse poursuivre. Mais il y en a de nos maîtres qui sont à plus de 20 ans d'arriérés de cotisation. Vous convenez avec moi qu'ils n'auront jamais le courage de payer cette dette. Parce que 20 ans d'arriérés de cotisation, on va à des millions de francs. Pourtant, nous avons besoin de ces derniers pour atteindre les nouveaux objectifs que nous nous sommes fixés. Nous pensons donc que l'annulation de ces dettes-là permettra à notre ordre de pouvoir regrouper tous ces enfants et de pouvoir repartir, n'est-ce pas, sur de nouvelles auspices. La deuxième action sera de faire un plaidoyer pour que désormais les dettes, les cotisations soient payées par les employeurs. Alors, ceci présente plusieurs avantages. D'abord, les employeurs sont sûrs d'avoir en leur sein des médecins qui sont en conformité avec la loi. C'est-à-dire que l'article 2, n'est-ce pas, de la loi 96-30 du 10 août 1990 est bien clair. Ne peut exercer la profession de médecin dans notre pays, au Cameroun, que le médecin qui est inscrit dans le tableau de l'ordre. Et donc, si c'est l'employeur qui désormais paye les cotisations de son employé, on va dire comme ça, il est sûr que celui-là est inscrit dans le tableau de l'ordre et donc légitimement appelé à pouvoir exercer. Nous sommes sûrs également de cette façon que, avec l'accompagnement de la tutelle, des pouvoirs publics, des syndicats, que les cotisations seront reçues dans leur majorité. Au lieu de 3 000 personnes ayant cotisé, on va certainement se retrouver à plus de 10 000 personnes qui auront cotisé. C'est une expérience qui est vécue dans d'autres pays, pas des moindres. Au Sénégal, par exemple, c'est ce qui est fait. Les cotisations sont regroupées par les collèges publics et des privés et reversées donc à l'ordre. L'autre chose que nous entendons faire... Avant peut-être de poursuivre, il faut mieux comprendre par quel mécanisme entendez-vous faire payer les cotisations, les contributions des médecins par leurs employeurs? Voilà, je l'ai dit par un plaidoyer. D'accord. En ce qui concerne le public, par exemple, le plaidoyer sera fait à l'endroit du ministère de la Santé publique pour leur dire, nous irons rencontrer le ministre de la Santé publique pour lui dire, monsieur le ministre, vous devez certainement nous aider à mener les formations sanitaires publiques, à pouvoir payer les cotisations de leurs membres, de leurs employés. Et vous convenez avec moi que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Ordre national des médecins, qui n'est pas un syndicat, qui n'est pas un parti politique, doit être en phase avec la tutelle. Parce que nous attendons également de la tutelle un certain nombre de facilitations, entre autres celles que je viens de dénoncer. Nous verrons également avec le plaidoyer sera également fait à l'endroit des responsables des cliniques, de formation sanitaire privées, pour que, des syndicats des médecins, pour que
ces derniers, n'est-ce pas, puissent nous accompagner et faire payer les cotisations par les structures employant nos membres. Donc ce sera un problème de plaidoyer. Nous n'avons pas l'autorité nécessaire pour le faire, mais nous pensons que tout ce qui est dans le bon sens, tout ce qui est demandé de façon, on va dire, suffisamment claire, peut épouser l'assentiment de différentes parties prenantes. Et nous comptons donc sur ça, parce qu'une fois réunis, une fois les 13 000 médecins réunis, on constituera une force de plaidoyer. Et par cette voie-là, ces propositions-là pourraient effectivement... Au-delà des autres propositions, si on peut avoir... Alors, la troisième proposition, ce sera de faciliter l'installation en clientèle privée de nos jeunes confrères. L'un des problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans l'Ordre national des médecins, c'est des problèmes de concurrence entre différents responsables, propriétaires des cliniques privées, par exemple, qui empêchent les jeunes, il faut le dire comme ça, à pouvoir s'installer en clientèle privée. L'avantage que nous avons, nous, par exemple, en tant que candidat, moi, en tant que candidat, c'est de ne pas être propriétaire de clinique, c'est de ne pas prétendre à une éventuelle concurrence. Nous allons aider ceux qui remplissent les conditions à obtenir la documentation nécessaire pour pouvoir s'installer en clientèle privée. Et bien évidemment, ça se fera en phase avec notre tutelle. Vous savez bien que pour s'installer en clientèle privée, il faudrait définir des zones géographiques où cela est possible, ce que nous appelons la carte sanitaire. Et la carte sanitaire est, si vous voulez, contrôlée par le ministère de la Santé publique. Et donc, il faudrait que nous soyons en phase avec les détenteurs de cette carte sanitaire pour pouvoir, n'est-ce pas, décider de qui s'installe où. Donc, ce sera notre troisième axe, et c'est la troisième proposition que nous faisons. La quatrième proposition, c'est de faire un plaidoyer pour la mise en place d'un salaire minimal du jeune médecin. Parce que, vous savez, l'Ordre national des médecins a également pour mission de lutter contre la paupérisation du jeune médecin. Nous avons dit dans notre profession de foi que nous voulons donner au médecin sa grandeur. Sa grandeur. Et la grandeur d'un médecin ne peut pas être obtenue lorsque celui-ci vit dans des conditions pas du tout acceptables. Et donc, ce plaidoyer également sera fait à l'endroit de tous ceux qui sont détenteurs de cela, le ministère de la Santé publique, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les syndicats de médecins, pour que nous puissions arriver à ce minimum. Je peux le dire, pour moi, ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis le directeur de l'hôpital La Quintini. L'hôpital La Quintini, c'est le plus grand hôpital d'Afrique centrale en termes de capacité d'accueil, en termes de ressources humaines, avec 1500 personnes qui y travaillent, parmi lesquelles à peu près 220 médecins, tous grades confondus. Mais nous avons réussi à mettre en place à l'hôpital La Quintini ce minimum salarial. Lorsque nous recrutons un jeune vacataire à l'hôpital La Quintini, son minimum salarial est de 150 000 francs par exemple. Et en plus de cela, il bénéficie d'un certain nombre de primes de prescription, des primes de garde, ce qui fait qu'à la fin, et je voudrais d'ailleurs préciser que les primes de prescription sont parfois supérieures, et le plus souvent supérieures au minimum salarial que nous avons défini au niveau de l'hôpital La Quintini. Vous convenez avec moi donc qu'à la fin du mois, le jeune médecin de l'hôpital La Quintini est suffisamment aisé et motivé par la suite pour pouvoir servir avec force et vigueur. D'accord. Et si nous l'avons fait pour l'hôpital La Quintini, ça veut dire que nous pouvons avoir des axes pour pouvoir le faire pour l'ensemble de nos médecins. Quand on arrivait à l'hôpital La Quintini, ce n'était pas le cas. Mais nous avons défini des politiques aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir satisfaire nos jeunes médecins
et d'ailleurs tous ceux qui y travaillent. Avant que vous poursuivez, juste une autre brèche. Il y a quand même cette problématique des médecins justement qui sont dans les structures sanitaires publiques, mais qui exercent également dans le privé. C'est vrai certainement que l'offre en termes de médecins pour notre population ne correspond peut-être pas à la demande, mais en même temps c'est une problématique pour laquelle l'ordre en principe devrait pouvoir s'exprimer. Oui, et nous y avons pensé. D'accord. Je voudrais simplement vous dire que les 10 propositions que nous avons faites est un résumé de cet ensemble. C'est des éléments qui se retrouvent dans notre réflexion, parce que nous voulons qu'il y ait des partenariats qui soient signés, des partenariats publics-privés, parce que nous savons quasiment tous que bon nombre de médecins qu'on retrouve dans le privé sont issus du public. Il faudrait donc que cette chose-là se fasse désormais de façon bien organisée, et ça c'est pour la satisfaction de nos patients, qu'on aille dans le privé ou dans le public. La suite de vos... On en est à la 5e. Alors on est à la 4e. La 5e proposition, c'est l'accompagnement des médecins et de leurs familles à des moments difficiles. Vous savez, généralement quand les médecins sont dans la difficulté, ils se retrouvent tout seuls. Mais l'une des missions de l'ordre, c'est également l'encadrement de ses membres. Nous pensons qu'il faudrait mettre en place des mécanismes pour pouvoir faciliter, par exemple, la prise en charge médicale de nos médecins, par la mise en place des assurances maladie, d'une assurance maladie forte. Nous ne pouvons pas être exercés dans le domaine médical et être les derniers à avoir une assurance maladie forte. Mettre en place une assurance décès pour pouvoir accompagner la famille d'un des nôtres s'il arrivait à décéder. Donc ces éléments, par exemple, c'est des exemples. Il faudrait pouvoir défendre le médecin s'il se retrouve face à la justice, par exemple. Il faudrait l'encadrement du médecin qui est dans cette situation. Donc, c'est ce qui constitue la 5e proposition que nous avons faite. D'accord. Et, comme je le dis encore, nous avons fait des propositions parce que nous en avons l'expérience. À l'hôpital La Quintini, vous savez, je peux parler mieux de l'hôpital La Quintini, nous accompagnons tous nos personnels, je ne parle pas que des médecins, dans leur prise en charge sanitaire. Ils sont pris en charge à 100%. Si nous avons des décès, parce que nous en avons eu, la famille reçoit 1 million de francs, quel que soit le personnel. C'est donc d'expérience que nous le disons, et nous pensons que l'Ordre national des médecins a besoin de cela. Parce que lorsque vous vous rapprochez aujourd'hui du jeune médecin, la question qu'il vous pose, c'est qu'est-ce que l'Ordre m'apporte? Mais vous ne pouvez lui apporter aucune réponse sérieuse. Parce qu'effectivement, l'ordre n'accompagne pas, n'encadre pas le médecin. Il n'a que des obligations. Il n'a que des obligations en termes de cotisation, et puis c'est terminé. Donc avec ce que nous apportons, pour le moins ce que j'ai déjà cité, parce que nous allons certainement continuer, vous voyez tout de suite que le médecin, qu'il soit le plus âgé ou le plus jeune, se retrouve dans la vie de l'ordre et pourra cotiser, on va dire, avec beaucoup d'espoir que l'ordre pourra apporter. Alors, certainement que vous aurez le temps devant vos électeurs de dérouler tout cela, mais il y a quand même quelques questions qui, dans un environnement comme ça, on vous est proche, par exemple, du ministre de la Santé publique. Vous êtes aujourd'hui candidat de l'ordre. On a parcouru certains journaux de la semaine qui disent « Tenez, voilà le candidat du ministre ». Vous sentez-vous ce zèle? Vous sentez-vous davantage investi par les pouvoirs publics ou alors sollicitant le vote de vos confrères médecins? Alors, vous savez, nous sommes en post-période électorale. Et que ce soit au Cameroun, que ce soit partout ailleurs, pendant ce moment, il y a des coups qui sont donnés à des candidats. On leur attribue telle ou telle caractéristique.
Je suis un collaborateur du ministre de la Santé. Absolument. Qui est apprécié par le ministre de la Santé du fait des résultats qu'il donne. Et je ne vois en cela aucun mal. L'hôpital Lakentini donne satisfaction, pour le moins, en toute humilité, pour ce qui me revient, à l'ensemble de la population camerounaise. Et ça ne peut être qu'un objet de satisfaction pour le ministre de la Santé, qui en est le premier garant. Il n'y a pas que le ministre de la Santé qui m'appelle pour me féliciter. Des responsables à différents niveaux nous félicitent pour les résultats que l'hôpital Lakentini donne. Et donc vous ne voyez aucun inconvénient, vous faites entièrement confiance à l'électorat qui est l'ensemble des confrères, environ 3000, il faut le préciser, qui vont voter. Je voudrais dire que ce que je vends, c'est mes états de service. Exact. Ce que je propose à l'électorat, à nos confrères, et qui sont d'une épaisseur certaine, donc capables de pouvoir faire la part des choses, ce sont nos états de service. Et l'état de service de l'équipe qui constitue, si vous voulez, le groupe Essomba, on va appeler ça comme ça. Parce que je suis un candidat, je me suis présent devant cet écran aujourd'hui, mais derrière moi, il y a des personnes et des personnalités sérieuses. On en parle à l'instant. Voilà. Le temps pour nous peut-être de prendre le deuxième reportage de cette émission. Vous l'avez également très certainement suivi. Il y a eu comme une forme de dénouement dans l'affaire dite Amadou Valmoulke, de l'ancien directeur général de la CRTV. Il était poursuivi, vous le savez, par le tribunal criminel spécial dans le cadre d'un détournement présumé de fonds publics. La justice camerounaise a donc condamné à 12 ans d'emprisonnement ferme, en même temps que l'ancien ministre des Finances, Polycarpe Ababa. Reportage. Amadou Valmoulke est condamné à 12 ans de prison ferme et 47 millions de francs CFA d'amende à payer. Après 6 ans de détention préventive, le tribunal criminel spécial TCS a rendu son verdict le 20 décembre 2022 au terme d'une audience qui a duré plus de 16 heures à Yaoundé. L'ancien directeur général de la Cameroun Radio and Television CRTV est en détention depuis 2016 pour détournement de fonds publics avoisinant 15 milliards de francs CFA entre 2005 et 2016 en coaction avec l'ancien ministre des Finances Polycarpe Ababa. Ce dernier écope d'une peine de prison de 17 ans. Ma réaction, c'est que je ne suis pas surpris. C'est le contraire qui m'aurait surpris parce que c'est une juridiction devant laquelle le droit n'est pas souvent. Nous avons l'impression que les magistrats sont aux ordres. Parce que quand nous voyons la décision qui a été rendue dans une affaire dans laquelle il est clairement établi que les fonds dont le détournement lui est imputé ont été utilisés par la direction des impôts sur instruction du directeur général de l'époque, qu'on nous dise qu'on le déclare coupable de détournement des mêmes fonds, nous tombons des nues. Parce que les mêmes fonds ne peuvent pas être utilisés par les bénéficiaires, la direction générale des impôts, et être encore détournés par M. Valmoulke et Ababa Polycarpe. Nous avons l'impression que c'est une justice vraiment qui n'a pas de sens. L'affaire Valmoulke a battu le record des renvois, 137 depuis 2016, soit 57 en 2022, d'après le décompte effectué par l'ONG Reporters sans frontières, qui a toujours demandé sa libération. Dans son propos final au thème de son procès au TCS, première inculpation le 9 décembre 2022, Amadou Valmoulke, 72 ans, affirme que l'ex-MINFI Polycarpe Ababa et lui sont victimes, je cite, du fameux rouleau compresseur concocté par des très hautes personnalités pour écraser ceux qu'ils désignent comme étant des ennemis à neutraliser absolument. Fin de citation. Après le verdict rendu par le TCS le 20 décembre 2022, la défense dénonce une procédure émaillée de plusieurs irrégularités. Rappelons que l'ancien DG de la CRTV, Amadou Valmoulke, a été interpellé dans le cadre de l'opération Épervier, baptisée ainsi par la presse. Il s'agit d'une vaste opération judiciaire de lutte contre la corruption initiée par le chef de l'État du Cameroun.
Poursuivons la trame de l'émission avec l'invité de ce dimanche 25 décembre 2022, le professeur Noël Essomba, qui est candidat, on l'a dit, à la présidence de l'Ordre national des médecins du Cameroun, dont l'élection va se tenir le 29 décembre prochain. Alors, professeur, c'est vrai, vous êtes certainement l'image, le visage d'une équipe que vous conduisez. Je vous ai interrompu tout à l'heure parlant de qui sont les hommes qui sont autour de vous. Je veux dire, en termes de, qui c'est peut-être professionnalisme, de crédibilité, peut-on avoir une idée? Ben oui, j'étais en train de vous dire que je suis peut-être devant cet écran, mais derrière, il y a une équipe solide dont le casting a été minutieusement fait avec des débats, entre autres, pour la sélection de ces différents membres. Vous savez, avec des innovations que nous voulons apporter, nous avons pensé mettre dans cette équipe, associée, n'est-ce pas, à notre vision, des personnes qui ont la compétence requise. Nous voulons apporter des innovations sur le plan de la formation continue du médecin. Vous savez, ça manque énormément au niveau de l'ordre. C'est la raison pour laquelle nous avons associé à notre équipe des enseignants de renom. Nous avons la doyenne de la faculté de médecine de Bamenda, le professeur Achou Tantan, qui est d'ailleurs également membre de l'équipe sortante de l'Ordre national des médecins, vice-présidente. Nous avons le doyen de la faculté de médecine de Douala, le professeur Ngowen Marcelin, qui fait également partie de notre équipe. Et les autres membres de cette équipe sont également, pour la plupart, des enseignants. Vous convenez avec moi que nous voulons orienter, donner une bonne orientation dans les actions innovantes que nous voulons apporter vers l'académie, vers la formation continue du jeune médecin. L'Ordre national des médecins devrait pouvoir assurer un encadrement dans la recherche de nos médecins. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, vous êtes un journaliste bien informé, par exemple, pour les résultats de l'agrégation du CAMES, il y a quelque temps, et même des années précédentes, vous avez vu que le Cameroun est par exemple à la traîne. Quel est l'apport de l'Ordre national des médecins? On parle là de médecins. Nous y avons pensé. Nous allons organiser, et tout à l'heure on parlera certainement de la décentralisation de l'Ordre national des médecins, avec la vie certaine que doit avoir nos bureaux régionaux. Nous allons organiser dans les différentes régions où il se trouvent les médecins des moments de formation pédagogique. Nous allons ouvrir un journal, et pourquoi pas des journaux, par exemple, de publication, pour que nos chercheurs puissent avoir de la visibilité. L'Ordre national des médecins, je vous ai dit, c'est 13 000 experts. Vous avez une panoplie de professeurs. Et donc, mettre en place des équipes pédagogiques, des équipes d'encadrement, c'est une affaire qui est possible. Il suffit simplement d'avoir de la volonté. Et donc, sur le plan de l'encadrement de nos chercheurs, nous allons axer et appuyer dessus. Nous avons mis en place, dans le cadre de la formation de cette équipe, d'autres membres qui ont des expertises sur le plan administratif. Vous allez voir qu'on a des délégués régionaux du régional de la Damawa, Dr Laïla. Nous avons ceux qui ont l'expérience du privé, aussi bien ceux exerçant dans la capitale économique que dans d'autres régions de notre pays. Nous avons mis en place une équipe dont la configuration présente une diversité absolue. C'est-à-dire que des personnes venant du nord, du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral, du centre, du sud, de l'est, que chaque région se reconnaisse, n'est-ce pas, dans ce groupe que nous avons mis en place. Le respect du genre également. Tout à l'heure, je vous ai cité un certain nombre
de membres de la gente féminine. J'ai parlé du professeur Choutantan, j'ai parlé du docteur Laïla, j'ai parlé du docteur Ndom et Bonguet, qui sont des dames, et j'en oublie certainement. Et vous convenez avec moi que, vu sur cet angle-là, c'est une équipe qui est lourdement constituée. Nous avons même en notre sein des personnels militaires, parce que la santé militaire a souvent été exclue de notre ordre. Le colonel médecin Badan fait partie de notre groupe. J'ai certainement parlé des personnes venant du privé confessionnel, en l'occurrence le docteur Minko, qui nous vient de l'extrême nord. Vous voyez que c'est une équipe suffisamment soudée qui va nous permettre donc de mettre en place tous nos projets, toutes nos propositions, particulièrement ceux innovants, qui nous permettront de redonner une nouvelle vie à l'Ordre national des médecins et de permettre à chaque médecin, où qu'il soit, n'est-ce pas, de pouvoir s'intéresser à cet ordre-là. Et pour vous, vous êtes du public? Oui, je suis du public. Vous êtes fonctionnaire? Je suis fonctionnaire, mais l'Ordre national des médecins, selon ces tests, n'y a-t-il pas d'incompatibilité entre un fonctionnaire qui vient à la tête de l'ordre? Je voudrais vous remercier d'ailleurs même pour cette question, parce que vous savez, quand cette campagne a commencé, il y a un certain nombre de choses qui ont fusé dans les réseaux sociaux. Un fonctionnaire ne peut pas être président de l'ordre. Je voudrais vous dire que l'Ordre national des médecins est constitué de 3 collèges. Le collège des privés laïcs, le collège des confessionnels et le collège des fonctionnaires. Et chaque collège a la latitude de pouvoir postuler pour n'importe quel poste. Il n'y a aucune restriction possible. Il est vrai que pendant très longtemps, très longtemps, le privé, on va dire, c'est un peu accaparé, passez-moi l'expression, même si je ne devrais pas l'utiliser, de l'ordre, parce que ce n'était pas de leur faute si le public s'est un peu désintéressé. Et à un moment, on a pensé que l'ordre appartenait essentiellement au privé. Et c'est ça qu'il y a jusqu'aujourd'hui dans l'esprit des Camerounais et même de certains médecins. Pourtant, les tests en la matière qui régissent l'Ordre national des médecins sont bien clairs. D'accord. Tout membre appartenant à l'ordre, quelle que soit son appartenance, quel que soit son collège, peut postuler pour n'importe quel poste. D'accord. Et donc, aujourd'hui, le public, les médecins du public, et vous allez remarquer que c'est certainement l'une des élections les plus disputées de l'histoire de l'ordre, parce que les médecins du public, désormais, veulent s'intéresser à l'ordre. Nous avons suscité cet intérêt pour nos collègues, pour que l'ordre soit ce regroupement fort des 13 000 médecins, tous collèges confondus, qui vont donc apporter du leur pour donner à cet ordre sa grandeur. D'accord, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit. Je rappelle que sous une autre casquette, vous êtes enseignant de médecine notamment, dans votre spécialité. Je l'ai rappelé, vous êtes directeur de l'hôpital La Quintini. Vous voilà candidat pour être président de l'ordre. Si au soir du 30 décembre, vous êtes effectivement le président de l'ordre, n'est-ce pas beaucoup de charges pour vos frêles épaules, professeur? Mais c'est encore bien que vous me posez cette question parce que nos contradicteurs, parce que vous savez, d'autres parlent d'ennemis, mais on n'est pas des ennemis, on est des confrères. Au soir du 29 décembre, on va célébrer celui qui aura gagné. Donc certains de nos contradicteurs veulent parler du cumul de fonctions. Encore que, j'ai failli dire une fois de plus, les tests de l'Ordre national des médecins ne nous empêchent pas. Je voudrais dire que chacun, et quasiment tous les autres concurrents, également d'autres casquettes, soit enseignants, soit responsables de structures. Vous me direz que l'hôpital La Quintini, c'est un mastodonte. Mais à cela, je réponds simplement que c'est un problème organisationnel. C'est un problème d'équipe. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'équipe qui nous accompagne. Un manager est un porteur de vision. Il met en place une vision qu'il partage avec son équipe et on assigne à chaque membre de l'équipe
parce que lors du casting, on a jugé celui-là compétent, n'est-ce pas, la poursuite de l'atteinte de tel ou de tel autre objectif. Et puis l'équipe se remet en place pour faire des évaluations et on en passe. L'hôpital Lakintini, par exemple, est géré de cette façon. L'hôpital Lakintini, c'est un mastodonte bâti sur 10 hectares. Je vous ai dit 1500 personnels, 220 médecins. C'est un mastodonte. On ne peut pas gérer l'hôpital Lakintini tout seul, quelle que soit la qualité de son management. Mais nous nous appuyons sur une équipe qui est forte, qui est complémentaire, dont le casting a été bien fait et les résultats suivent. Donc, lorsque votre équipe est mise en place, parce que nous faisons confiance à l'équipe également qui va nous accompagner dans le cadre de la gestion de l'ordre, on sera capable aussi bien de gérer l'hôpital Lakintini que l'Ordre national des médecins. Je vous ai dit tout à l'heure que l'hôpital Lakintini constitue un échantillon de l'expérimentation que nous avons faite dans l'amélioration des conditions et d'encadrement du médecin. Et l'Ordre national aujourd'hui sera donc ce champ de continuité des mesures qui ont été prises dans l'hôpital Lakintini pour que chaque médecin où qu'il se trouve puisse vivre à peu près comme le médecin de l'hôpital Lakintini. Je l'ai évoqué tout à l'heure, de façon peut-être subtile, mais j'y vais de plein pied maintenant, parlant de vos cotisations. Professeur, êtes-vous en règle? Je repose fermement la question. Et si oui, avez-vous toujours été en règle? Alors, je voudrais commencer par la fin. D'accord. En disant que non, je n'ai pas toujours été en règle. Okay. Et là, vous posez une question qui m'aide même à faire comprendre à l'opinion publique, parce que les médecins le savent déjà, qu'il y avait un désintérêt total des médecins aux affaires de l'ordre. Ce n'était pas l'affaire du professeur Essomba. Mais jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez même la dernière liste, vous verrez qu'il y a des personnalités de haut vol de notre ministère qui n'y figurent pas. Parce que le désintérêt perdure. Je rappelle que sur un peu plus de 10 000, environ 13 000, il n'y a que 3 000. Il n'y a que 3 000 les poussières qui constituent le corps électoral, en fait, qui sont en règle. En règle. Donc vous convenez avec moi qu'il y a un problème de désintérêt majeur. Et c'est fort de cela que nous nous sommes dit, mais écoutez, nous avons des aptitudes et des qualités qui peuvent permettre de redonner à l'ordre sa grandeur. Mais pourquoi s'abstenir d'apporter sa contribution à l'amélioration du fonctionnement de l'ordre alors qu'on les a? Nous avons donc décidé de nous intéresser à l'ordre. Et d'ailleurs, certains de nos concurrents ont voulu passer par là pour dire que l'article 3, n'est-ce pas, non, l'alinéa 3 de l'article 96 du Code de déontologie dit qu'il faut être régulièrement à jour. Mais cette régularité, à quoi renvoie-t-elle? Puisque lorsqu'on m'a remis mon reçu, on a écrit « est régulièrement à jour de ses cotisations ». Il voulait faire croire aux gens que cette régularité voulait dire qu'il faudrait payer ses cotisations chaque année, mais que non. D'accord. Puisque l'alinéa 2 de ce même article dit qu'il faut être régulièrement inscrit à l'ordre. Voudrait-il nous dire qu'il faudrait être inscrit chaque année? Je rappelle que sur la trentaine de candidatures annoncées au départ, finalement, la commission électorale mise sur pied par le ministère de la Santé publique, qui est d'ailleurs organisatrice de cette élection, la commission, disais-je, a finalement retenu 7 candidatures qui répondent aux critères de... Alors, l'autre chose qui intéresse l'opinion, ce n'est pas de coutume qu'on voit ça dans notre société, cette jeunesse dynamique, non pas qu'elle n'en est pas capable, mais ce n'est pas trahir un secret que de dire que vous n'avez que 46 ans. Ce 25 décembre, c'est votre jour d'anniversaire, et vous êtes professeur et maître de conférence. Je veux dire, aux ans bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années, certes, mais prof, sur votre parcours, des mauvaises, peut-être pas mauvaises, vous allez me dire, des brise-billes laissent croire que votre CV n'est pas toujours des plus corrects. J'ai l'occasion de vous poser directement la question. Mais ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler parce que si j'avais eu la malchance d'avoir été formé hors du pays, ça pourrait peut-être laisser tâche
Hein, ces bribis auxquels vous faites allusion, mais je suis un produit des universités du Cameroun. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis sorti de la faculté de médecine de Yaoundé, nanti de mon doctorat. Mon PhD, je l'ai eu à l'université de Douala, en collaboration avec l'université de Bruxelles. Je suis passé maître de conférence à Yaoundé, dans le cadre du CCUI. Et donc, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en période préélectorale et des tirs fusent de toutes parts. Absolument. Et remarquez que les tirs convergent plus vers un candidat. Je n'ai pas envie de vous dire lequel, parce que vous avez tout de suite imaginé. Mais pourquoi? Parce qu'on sent que c'est lui qui a le profil requis, celui qui a fait ses classes, celui qui a vécu tous les milieux médicaux, du CMA jusqu'aux hôpitaux, jusqu'à l'hôpital de deuxième catégorie que je gère aujourd'hui, en passant par les districts de santé. J'ai même été à un moment dans le privé, dans le cadre des vacations, quand on était plus jeune. Donc je connais le climat médical. Je connais le tempérament des médecins, parce que je vous ai dit, aujourd'hui, je contrôle près de 220 médecins au quotidien. C'est-à-dire qu'on a des hauts, on a des bas. Il y a des moments où ils apprécient, des moments où ils n'apprécient pas, mais on réussit à chaque fois à orienter vers le tir vers l'intérêt général. Donc celui qui a ce profil-là et qui donne des résultats, je m'abstiens de vous dire, parce que pour rester humble, que le ministère de la Santé publique, pour la première fois de son histoire, a organisé une conférence médicale. Pas la conférence médicale pour la première fois, mais a organisé des awards pour la première fois de l'histoire. Et que j'ai eu le mérite d'avoir été élu meilleur manager des hôpitaux du Cameroun. Ça, c'est un prix national. Mais en dehors de ce prix, tous les autres organismes qui ont organisé des sortes d'awards ont voté l'hôpital La Quintinie comme meilleure formation sanitaire. Quand j'étais à l'hôpital de Nilon, c'était encore le cas. Nous avons eu des prix à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, les partenariats avec les hôpitaux étrangers, notamment des pays du Nord, on va dire pilule, à cause de l'image que l'hôpital La Quintinie renvoie. Vous convenez donc avec moi que les autres concurrents voient en ma candidature une candidature très sérieuse. Et je vais vous faire une petite confidence tout à l'heure, si vous permettez. J'ai croisé il y a 2 jours un de mes maîtres, personnalité du corps médical, qui m'a encouragé à poursuivre, n'est-ce pas, ma campagne. Et il m'a raconté, n'est-ce pas, un petit échange qu'il a eu avec deux personnes, 2 concurrents qui sont en liste pour ce poste-là, qui sont anciens membres de l'Ordre national des médecins. Ils partageaient un petit peu dans une ambiance bon enfant. Et il leur a dit, mais pourquoi vous ne laissez pas ce jeune homme-là, qui prouve, on sent qu'il a de l'énergie, il peut bouger à travers le pays, il peut nous créer des choses, pourquoi vous ne le laissez pas? Et l'un des postulants, je ne vais citer personne, lui a dit, mais écoute, prof, si nous laissons ce jeune, il va très vite. Et il va nous effacer complètement. Et notre génération sera une génération complètement de côté. Vous voyez que ce n'est pas l'intérêt général qu'ils souhaitent avoir, qu'ils souhaitent mettre en exergue. Et ils reconnaissent effectivement à ma modeste candidature quelque chose de sérieux. D'accord. Parlons d'une autre activité, certainement, que vous suivez aussi de près, la prévention routière. On va le dire en quelques statistiques, le Cameroun connaît environ, ou alors une moyenne de 3000 cas de mort par an, c'est du moins des statistiques à la fin de l'année 2020. Et à Yaoundé, du moins à travers le territoire national, pour lutter ou alors davantage contribuer à baisser le nombre d'accidentés sur nos routes, la gendarmerie nationale organise des campagnes de prévention routière. Nous avons suivi une équipe sur les routes de Yaoundé. Nous sommes ici à la descente de Ngong et nous faisons face à un accident de la circulation qui a été provoqué par un dépassement dangereux. Il y a un camion grumier qui a voulu doubler ce camion de transport de sésame tchadien qui
malheureusement, a été obligé de quitter la route pour se retrouver dans le ravin, comme vous voyez là. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine déplorée. Le chauffeur indélicat va répondre de ses actes devant la loi. Quand il finit de le renverser, il ressort, il part. C'est comme ça que j'interpelle un moto d'aller prendre son immatriculation. Comme il y avait beaucoup de circulation, il lui a retrouvé avant là où il y a le nouveau péage. Il a pris son numéro. On a donc appelé Boumiebel. On l'a interpellé là-bas. Face à l'incidisme sur l'Axe Yaoundé-Douala, à la veille des fêtes de fin d'année, la gendarmerie nationale redouble vigilance, traque et sanctionne aux besoins comme cet usager qui a tenté de fuir le contrôle. En cette période de fête, déjà, aux chauffeurs, nous les appelons à respecter la vie des usagers qu'ils transportent et à ne pas céder à la pression des passagers pour essayer de faire le maximum de voyages possible. La sensibilisation s'adresse également aux passagers. Nous demandons aussi aux passagers de dénoncer tous les comportements déviants de la part des chauffeurs. Notamment, ils doivent s'opposer à la surcharge en route, ils doivent s'opposer à l'excès de vitesse et même au dépassement dangereux. Ils peuvent toucher déjà les différents postes de gendarmerie qui sont le long de la route. Sinon, il y a le 113 et le 1500 qui sont des numéros verts qui sont ouverts à tout moment pour dénoncer de pareils comportements. Vu le trafic dense, ici les contrôles sont systématiques durant cette 408e phase de la prévention routière pour une fin d'année sans accident. Alors, professeur Somba, les accidents à circulation, quand même, vous êtes un peu en aval de ces activités-là. Vous pourriez en faire un commentaire? Ben oui, j'ai l'obligation parce que vous savez, l'hôpital Akentini est une formation sanitaire qui reçoit le maximum d'accidentés lorsque ces accidents surviennent. Effectivement, je voudrais encourager ces mesures sécuritaires qui sont prises par le gouvernement et d'ailleurs qu'elles soient intensifiées, surtout pendant la période de fêtes. C'est vrai qu'à notre niveau également, au niveau de notre formation sanitaire, nous avons redoublé nos effectifs en termes, si vous voulez, d'organisation, pour que si jamais nous sommes appelés à intervenir, que ce soit fait dans des conditions un peu plus rassurantes. Nous avons mis en place et intensifié d'ailleurs notre politique de prise en charge sous bon verre. Vous savez qu'à l'hôpital Akentini aujourd'hui, lorsque vous arrivez, quelles que soient vos conditions, on vous prend d'abord en charge et pendant les fêtes, ces politiques-là seront intensifiées. Professeur, dans votre environnement, il y a quand même cette problématique-là, souvent. Des médecins se retrouvent devant la justice pour des raisons liées à leur engagement professionnel, à leurs prestations. Il y a d'ailleurs parmi, en ce moment, un des candidats qui postule au poste de président, qui se retrouve... vous, comment vous entendez gérer ça au niveau de l'ordre, si jamais vous êtes conseiller? D'abord, avez-vous une réaction par rapport à cela? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Je vous renvoie au 4e point de nos propositions, c'est accompagner le médecin et sa famille pendant les moments difficiles. Et je voudrais regretter, si ce n'est même pas pour le dénoncer, que nous avons effectivement, aujourd'hui, je l'ai appris il y a quelque temps, des confrères qui sont traduits devant les tribunaux, parmi lesquels effectivement un de nos concurrents à la présidence. Mais en dehors de lui, j'ai deux de mes, on va dire, fils, parce qu'ils exercent à l'hôpital Akentini. D'ailleurs, parmi eux, l'un, je suis allé personnellement le chercher à Yaoundé, qui vient exercer au niveau de l'hôpital Akentini, parce que j'avais besoin de ses compétences. Ces derniers sont tous les trois appelés devant les tribunaux. C'est regrettable parce que l'Ordre national des médecins devait pouvoir les accompagner, devait pouvoir encadrer. Et c'est l'un des objectifs. J'ai parlé de notre 4e proposition. Ça tombe exactement à bon point. On devait pouvoir les accompagner pour les rassurer parce que nous formons une famille. Et donc, au soir du 29 décembre, voilà des choses que nous allons mettre en place.
Parce que ces problèmes, avec l'évolution du monde, vont continuer à survenir. Des médecins seront appelés à aller se justifier. Il faudrait qu'il y ait cet encadrement juridictionnel pour pouvoir leur faciliter la tâche. Maintenant, pourquoi est-ce que nos pères ne l'ont pas mis en place? J'en sais rien. Parmi eux, il y a effectivement d'autres qui voudraient encore postuler. Et aujourd'hui, ce sont eux qui se retrouvent devant la justice. Alors, professeur Lessomba, l'expertise camerounaise, quand même, il faut le reconnaître, parcourt le monde. Je veux dire, quand on parle, que ce soit des enseignants, des journalistes, des médecins, on en trouve pratiquement dans tous les pays, dans toutes les disciplines. Il y a des niveaux extraordinairement élevés. Je ne parle pas de la colonie des médecins camerounais qui est en Europe, en Allemagne, mais au Cameroun, le besoin, on le disait tout à l'heure, en termes de prestations, et je veux dire l'offre, en termes de prestations est déficitaire. Avez-vous une stratégie, une politique, une idée, un mécanisme à mettre en place pour intéresser tous ces Camerounais-là? Mais je voudrais vous dire que vous réfléchissez effectivement comme un Camerounais qui a prêté attention à la vie de notre sphère médicale. Je voudrais vous renvoyer à notre septième point. C'est l'intégration des médecins de la diaspora dans la vie du système de santé camerounais. Parce qu'effectivement, nous avons de l'expertise en dehors de nos frontières. D'ailleurs, le ministre de la Santé publique a pris le taureau par les cornes. Il a organisé il y a quelques jours un échange avec la diaspora en Zoom. Et je crois que ce sera l'un des points forts de notre magistère si, au soir du 29 décembre, nos collègues nous auront fait confiance. Il va falloir faciliter l'intégration de cette diaspora pour qu'il y ait des échanges. On ne peut pas avoir de doute que là où nos frères exercent, ils sont un peu plus en avance sur le plan, on va dire, de la modernisation du plateau technique, sur le plan de la connaissance par rapport à nous. Donc il faudrait qu'on les intéresse à revenir vers nos formations sanitaires, revenir vers le ministère de la Santé, revenir vers nos instituts de formation, nos facultés de médecine, pour apporter cette expérience qui est la leur aujourd'hui. Et vous allez remarquer que depuis le début, je fais des propositions et je vous donne des exemples. À l'hôpital La Quintini, effectivement, nous avons multiplié des échanges avec des Camerounais de la diaspora qui arrivent par vagues, font des interventions, aussi bien sur le plan du domaine chirurgical que dans d'autres domaines, de la cardiologie et autres. Il y a donc cet échange entre nos médecins et les Camerounais de la diaspora et je vous assure que nous sortons toujours gagnants, n'est-ce pas, de leur... Vous avez créé une plateforme, ça se passe comment? Nous avons créé une plateforme dans un premier temps, mais nous fonctionnons également pour le moment de façon individuelle, c'est-à-dire que nous avons un contact de tel ou tel Camerounais. Nous réussissons à le joindre, nous lui faisons la proposition de le voir arriver dans notre formation sanitaire. Parfois, en termes d'échange de moyens, en termes de... nous l'accompagnons pour faciliter son transport et autres. Mais ce que nous visons, c'est que... les prestations de qualité. Les prestations de qualité au niveau de l'hôpital La Quintini. Donc, nos propositions ne sont pas une vue de l'esprit, je continue à le dire. C'est des expériences que nous faisons au quotidien dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. La médecine aujourd'hui, je veux dire, et davantage après la saison Covid, on a connu une année 2020 extrêmement drastique en termes de fréquentation, de contact, et donc le télétravail, la télémédecine, tout s'est développé en pratiquement un an et demi, 2 ans. Mais c'est un mécanisme qu'on ne trouve pas beaucoup au Cameroun. Notre environnement déjà, est-ce qu'en termes de technologie, vous allez peut-être repartir à l'hôpital La Quintini, est-ce que l'environnement pour le médecin est adapté à cela? Est-ce que nos médecins sont formés pour cela? Est-ce qu'ils peuvent effectivement consulter à distance par ce mécanisme-là?
Alors, vous faites bien de poser cette question parce que nous sommes obligés aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez tout à l'heure fait allusion à l'avènement du Covid qui a fait en sorte que les prises en charge étaient un peu différentes. Nous sommes obligés, si nous voulons nous arrimer à l'évolution du monde, nous sommes obligés de penser à cette santé digitale, à cette télémédecine. Encore que, effectivement, sous notre ciel, il y a nos confrères qui en développent. À Douala, à Yaoundé, ça commence à s'installer un peu partout. Mais le problème voudrait que nous ne soyons pas simplement là en train d'encourager, n'est-ce pas, la promotion de cette santé digitale. Il faudrait également que nous puissions encadrer cet exercice-là pour que ceux qui voudraient se lancer vers cette voie-là puissent respecter également les procédures, puissent respecter les tests en vigueur dans notre pays. Donc, ça constitue d'ailleurs, hein, si vous regardez bien, l'un des points forts de nos 10 propositions. Nous avons des experts en la matière dans notre groupe. Je voudrais penser au docteur Ngande, Philippe, qui est effectivement un expert en santé digitale. Vous convenez avec moi que je continue à faire la démonstration selon laquelle chaque personne qui a été choisie dans ce groupe a été choisie parce qu'il apporte une expertise bien précise. Et donc, nous allons effectivement orienter le tir vers l'encadrement et la promotion de cette médecine. Est-ce que l'ordre aujourd'hui dans sa configuration n'est pas un organe centralisé? Est-ce que l'ordre aujourd'hui, selon votre regard, n'est pas le point focal qui décide de tout, qui oriente tout et qui demande à la base aux médecins de... ce n'est pas un reproche que les médecins font à cette organisation-là. Je veux dire, vous êtes sur le trône là-bas et puis en bas, d'en bas, on vous regarde faire. Au-delà de cela, je pense que l'un des désintérêts qu'on peut observer aujourd'hui de l'ordre est dû au fait que le médecin qui se trouve à Molondo, qui se trouve à Tibati, qui se trouve dans l'arrière-pays là-bas à Somalolo, qu'est-ce qu'il connaît de l'ordre? Parce que tout se joue entre Douala et Yaoundé, ça se joue sur des problèmes d'installation en clientèle privée, mais lui qui est au fond du pays là-bas, mais il ne se sent pas concerné par l'ordre. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pensé à une décentralisation effective de l'Ordre national des médecins. Concrètement? Avec la création, avec la poursuite, parce que j'avoue qu'il y a des bureaux régionaux qui avaient été créés par notre prédécesseur. Je voudrais le saluer d'ailleurs pour cela, le docteur Guy Sanjon. Mais il faudrait intensifier la poursuite, n'est-ce pas, de cette décentralisation et rendre opérationnels ces bureaux régionaux-là, avec un cahier des charges bien précis, un cahier des charges qui intègre l'ensemble des 10 points que je suis en train de présenter, pour que chaque médecin, où qu'il se trouve, se sente accompagné. Donc on va fonctionner dans une logique d'arbre de parti, où les bureaux régionaux également sont décentralisés, pour que nous connaissions un accompagnement effectif des médecins dans l'arrière-pays. Nous allons, dans le cadre de cette décentralisation, allouer des petits moyens de fonctionnement à ces bureaux régionaux-là, parce que hier encore, et aujourd'hui d'ailleurs, l'Ordre national des médecins ne vit que sur la base de la cotisation, des cotisations des membres. Et quelles cotisations? Vous voyez que c'est des cotisations d'une maigreur évidente. Mais lorsque nous aurons mis en place tous les mécanismes que je venais de vous révéler, ce sera certainement des cotisations plus importantes. Mais au-delà de ça, nous allons pouvoir vendre des services. Ce qui manque à l'Ordre national des médecins. On pourra répondre aux appels d'offres internationaux parce qu'on en a l'expertise. En santé publique, par exemple, où je me connais mieux, il y a des appels d'offres où on peut gagner des centaines de milliers de dollars. Et on en a l'expertise.
Nous pouvons proposer des consultations au ministère de la Santé publique. Parce que l'ordre sera décentralisé, on peut nous rapprocher du ministère de la Santé publique et dire, on va d'ailleurs au ministre de la Santé publique, Monsieur le ministre, nous allons vous faire des rapports trimestriels sur la vie des formations sanitaires et la vie des médecins dans l'arrière-pays et dans l'ensemble du pays. Et ça peut être vendu. Vous convenez avec moi qu'il est important d'avoir des rapports assez, on va dire, conviviaux. Absolument. Avec la tutelle pour que pareil mécanisme puisse être mis en place. Donc nous allons vendre nos services au ministère de la Santé publique, au ministère de l'Enseignement supérieur, dans le cadre des curricula de formation. Nous allons descendre dans les formations sanitaires de l'arrière-pays et constater que telle ou telle maladie, par exemple, n'est pas bien prise en charge et faire des rapports aux doyens, au ministre de l'Enseignement supérieur pour dire que voilà ce que l'Ordre national des médecins propose. Donc ce sera des innovations qu'on peut vendre et qui pourront, tout ce que je viens de dire, permettre à l'Ordre de faire des rentrées plus d'une heure qu'on vous entend, je veux dire, on parle des médecins. Des médecins, évidemment, c'est la blouse blanche, mais on a le sentiment qu'ils sont tout aussi blancs que leur blouse. Alors qu'on sait que, comme l'environnement en général, c'est un monde dans lequel les questions d'éthique, les questions de déontologie, les questions de surfacturation dans les formations sanitaires, bref, un certain nombre d'éléments qui ne sont pas toujours pour la gloire, pour la notoriété du médecin qui est dans la société quand même une élite. On n'a pas beaucoup entendu les médecins sanctionner autour de ces questions-là. On n'a même pas l'impression qu'au Cameroun, pourtant, quand on regarde les statistiques, soit des organisations chargées de lutter contre la corruption, le corps médical rentre quand même parmi ces secteurs où la corruption notamment a creusé son nid. Sur ces problématiques, professeur, que pourriez-vous dire à l'opinion qui nous regarde ce soir? Alors, je voudrais vous dire que l'intensification de la lutte pour l'éthique et la déontologie médicale fait partie des 10 propositions que nous avons faites. Parce que, effectivement, c'est l'une des choses qu'on reproche aux médecins. Nous avons dit que nous voulons nous voulons donner aux médecins sa grandeur. Et un médecin, ou le corps médical, aura toute sa grandeur lorsque, désormais, on pourra fonctionner, je vais dire à maxima, dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Donc nous allons mettre en place des mécanismes qui nous permettront de pouvoir contrôler. Je vous ai dit tout à l'heure que la décentralisation, par exemple, est quelque chose de primordial pour nous. Parce que le médecin qui exerce dans l'arrière-pays, il sait qu'il n'est pas encadré, il n'est pas contrôlé, il peut faire comme il veut. Mais ça va certainement prendre fin parce que cette décentralisation permettra à nos équipes de pouvoir encadrer, de pouvoir apporter un support pédagogique à ce médecin-là et, n'est-ce pas, partie par partie, on verra que l'ensemble du pays sera entièrement couvert et globalement, on pourra désormais vivre. C'est une bataille, certainement, au long terme, mais il faudrait commencer. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à des collègues qui sont face à la justice, parmi lesquels un qui est d'ailleurs candidat à la présidence. C'est des problèmes d'éthique, c'est des problèmes de déontologie. Lorsque on lit ce rapport, je ne voudrais pas continuer à commenter là-dessus, mais il faudrait que nous tapons du poing sur la table pour que, désormais, lorsque nos patients arrivent dans nos formations sanitaires, qu'ils ne puissent plus être pris en charge, n'est-ce pas, dans le cadre du respect de... Dans la continuité, il y a la pratique illégale de la médecine. Tous ces petits centres de santé privés qu'on rencontre dans les quartiers, qui souvent sont la cause, d'ailleurs, d'un certain nombre de dégâts au sein des familles. Vous avez un petit palu, vous allez dans le centre de santé, ça se complique. Les pouvoirs publics, l'ordre des médecins, on a l'impression qu'il y a comme une forme de bon débarras, une forme de non-lutte contre ces phénomènes. Et pourtant,
la population qui est votre cible est concernée par cela? Je voudrais vous accompagner dans ce constat. Et je voudrais même dire que nous sommes bien placés pour nous plaindre de cette situation. Parce que généralement, à l'hôpital La Quintini, nous recevons des dégâts qui sont causés par nos confrères de formation sanitaire d'une qualité discutable. Et l'une des propositions que nous avons faites, effectivement, c'est l'intensification de la lutte contre l'exercice illégal de la médecine. Vraiment, je ne vais certainement pas satisfaire beaucoup de nos confrères lorsque je dirais ça, mais nous allons intensifier la lutte et la fermeture de tout ce qui est illégal. Vous savez, il n'y a pas de prix face à la mort. Et je vous le redis, à l'hôpital La Quintini, au quotidien, nous recevons des bavures qui sont faites par nos collègues. Et nous ne pouvons plus continuer à accepter cela. L'Ordre national des médecins ne s'est pas intéressé à cela. Ce n'est pas que de l'apanage du ministère de la Santé publique, mais il faudrait que, désormais, que nous nous intéressons à ça pour que l'objectif de la réduction de la mortalité et l'objectif de la qualité des soins soient atteints à son maximum, n'est-ce pas? Ces objectifs-là soient atteints à leur maximum dans notre pays. Parlons à nouveau de quelques sujets de la société. Le Conseil de la communauté de la ville de Douala s'est réuni cette semaine. Les enjeux, ou alors l'enjeu de ces assises, évidemment, s'établit sur les priorités pour l'année 2023 en termes de satisfaction des besoins des populations. Au portage. Pour l'année 2023, la mairie de la ville de Douala, avec une enveloppe budgétaire de plus de 59 milliards 500 millions de francs CFA, axe ses réalisations sur 3 points. D'abord, les services sociaux de base, avec l'amélioration de l'offre d'éclairage public, l'accès à l'eau potable et l'accès aux soins de santé à des coûts supportables. Ensuite, le développement économique, avec la réhabilitation de la voirie urbaine, la modernisation des équipements publics marchands et la sécurisation des réserves foncières. Et enfin, la promotion de la citoyenneté. Nous lui avons aussi prescrit de continuer à lutter contre les inondations à travers la construction des nouveaux trains. Nous lui avons demandé enfin de continuer à élargir la réflexion sur le recouvrement des recettes à travers l'élargissement de l'assiette fiscale et de la sécurisation de ces recettes qui passent par la dématérialisation en matière de recouvrement des recettes pour une plus grande fluidité. Au cours de cette année, le maire de la ville va devoir répondre aux besoins des populations formulés lors des différentes rencontres avec les communautés. Nous allons mettre davantage l'accent sur les infrastructures. Ce que nous avons retenu de nos visites dans les cantons et les communautés, ce sont ces priorités-là que nous avons établies. C'est les routes, les gens veulent les routes. C'est l'éclairage public, c'est ce que les gens veulent. C'est l'assainissement, il faut faire les drains, il faut nettoyer les drains, les caniveaux. Ce sont là vraiment les priorités de la population. Il faut noter que l'année 2022 s'achève à la mairie de la ville de Douala avec des recettes supérieures aux dépenses effectuées. Pourquoi la ville a un excédent budgétaire de plus de 10 milliards alors qu'il y a beaucoup de travaux à faire? Ce sont là les conséquences d'un certain nombre d'obstacles que nous rencontrons sur le chemin. Nous espérons que la commission de passation de marché pourra être plus diligente et faire son travail comme il convient. Les sessions ordinaires du Conseil de la communauté du 4e trimestre 2022 consacrées à l'examen et à l'adoption du budget de la mairie de la ville de Douala pour l'exercice 2023 a lieu ce 20 décembre 2022. Pour terminer dans cet échange avec le professeur Noël Essomba, directeur de l'hôpital La Quintini, candidat
à l'élection de la présidence de l'Ordre national des médecins. On termine, professeur, dans quelques minutes maintenant. Évidemment, c'est le ministère de la Santé publique qui organise toute cette élection. Ce n'est que 3000 électeurs concernés. Mais on sait qu'au Cameroun, quand même, la question des élections est une problématique qui fait toujours jaser, fait parler, que ce soit dans la composition du corps électoral, dans l'organisation du mécanisme. Êtes-vous serein, je veux dire, quand on regarde quand même la répartition des médecins à travers le territoire, à travers la localisation, la constitution sociologique, on sait que ce n'est toujours pas gagnant selon certains critères, prof. Êtes-vous serein dans ce sens-là? Mais je vous remercie pour cette question, parce que c'est une remarque qui revient à chaque fois. Effectivement, quand on regarde la composition du corps électoral, tout de suite, ça tombe des nues qu'il y a une composante tribale qui est la plus représentée. Mais je voudrais vous dire que, contrairement aux élections communautaires, ici, on a affaire aux médecins. On a affaire aux personnes qui ont de l'épaisseur, qui ont une capacité d'analyse, qui ont une capacité, on va dire, visionnelle et qui leur permet de pouvoir apprécier. Nos états de service nous rassurent, nous, et rassurent certainement beaucoup de ces électeurs-là. Le jeune qui est à Mouloundou, vous savez, j'aime bien cette ville, qui se dit, mais cet aîné, cet enseignant, qui fait ces propositions, qui sont des propositions réalisables, qui donnent des exemples, qui a commencé d'ailleurs dans l'opérationnalisation de ces propositions dans la sphère dans laquelle il travaille. Mais ce gars, certainement, il faut le choisir parce que c'est lui qui va faire en sorte que l'amélioration de mes conditions de travail ici, où je suis, soit effective. Et donc, nous n'avons pas peur de cette composition-là. Bien au contraire, je vous ai parlé, je vous ai présenté tout à l'heure la composition de notre équipe et vous avez certainement constaté qu'il y a une représentation régionale diversifiée. Et chacun va se reconnaître, n'est-ce pas, dans cette équipe, ce qui nous rassure davantage. Et nous pensons que ce que nous vendons, entre guillemets, à cet électorat, à nos confrères, c'est des choses réalisables, qui sont palpables. Et nous avons bon espoir que, compte tenu de tout cela, ce sera ce groupe, n'est-ce pas, que je représente aujourd'hui, qui sera choisi au soir du 29 décembre. Et certainement, nous reviendrons ici, si nous avons encore la chance d'être invités par vous, pour vous dire où est-ce que nous en sommes avec la mise en place, avec l'opérationnalisation de ces propositions-là. Noël Emmanuel Somba, merci. C'est moi qui vous remercie et je voudrais profiter pour saluer d'abord ma famille. Vous savez, c'est mon jour d'anniversaire aujourd'hui. Je n'ai pas l'occasion d'être avec eux. Nous avons pris rendez-vous pour demain parce qu'il faut également réserver un peu de temps et même beaucoup de temps à sa famille. Et m'excuser parce qu'il y a des collègues, des confrères qui ont organisé un débat qui doit se tenir demain. Malheureusement, ma programmation, mon planning, n'est-ce pas, ne me permet pas d'être à ce débat parce que je vais passer le temps avec la famille. Professeur de médecine, enseignant d'université, directeur de l'hôpital à Kintini et candidat à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Merci d'avoir partagé avec nos téléspectateurs ce que vous avez comme regard, ce que vous envisagez, le rêve que vous avez pour cette organisation dans notre pays. Merci à vous également à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Je vous réitère nos voeux d'excellentes fêtes, d'abord de Noël, mais également on aura certainement l'occasion encore d'une nouvelle année 2023. Bonsoir et bon dimanche.